La dernière intervention de ce matin concernera l'investissement, l'État, les prévisions sur la France plus particulièrement. C'est Denis Ferrand, qui est directeur général de Rexecode, que vous connaissez tous très bien, qui va intervenir maintenant sur ce sujet. Je vais donc lui laisser la parole. Denis, est-ce que vous prenez la main sur votre présentation? Vous souhaitez que je la fasse défiler? Oui, je peux l'apprendre. Je Voilà, peux, parfait. tout à fait. C'est OK. Bien, bonjour, bonjour à tous. Enchanté de vous retrouver, même dans cette situation qui est quand même si particulière. Effectivement, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde en deux temps ce que l'on peut aujourd'hui tracer comme perspective à la fois macroéconomique générale, notamment sur l'économie française, et puis peut-être essayer, mais dans un second temps, peut-être plus dans la discussion, on va essayer dans un second temps de se demander quelles peuvent être les empreintes à moyen terme, à la fois sur la croissance, sur les revenus, mais également sur les changements profonds qui peuvent se faire dans l'économie, dans les mutations qui sont en train de s'effectuer. Mais peut-être je vais commencer par une présentation générale sur la macroéconomie, la situation où on en est. On a intitulé cette situation économique en post-confinement. Je n'ai pas dit en pré-confinement, hein, en pré-reconfinement, mais en post-confinement, comme on a eu un désarroi pendant le confinement, il y a eu une euphorie de nature temporaire qui est déjà interrompue et qui surtout est très hétérogène. Un caractère marquant, et vous en avez eu évidemment l'aperçu, mais vous le connaissez bien, un caractère marquant de cette crise, c'est la profonde hétérogénéité entre les secteurs, qui fait que d'une certaine manière, quand on fait de la macroéconomie, on décrit la situation moyenne, mais aujourd'hui, à la moyenne, plus que jamais, il n'y a personne. On a une profonde dispersion de l'évolution de l'activité entre branches qui invite à regarder à chaque fois des situations, les situations particulières. Et cette hétérogénéité va probablement perdurer. C'est en tout cas un point qu'il faut garder tout le temps présent à l'esprit parce que si hétérogénéité veut dire certes des secteurs qui sont durablement aspirés vers le bas, mais peut-être aussi certains qui sont résilients. Et l'identification des poches de résilience est tout à fait clé pour trouver des supports, des relais d'activité. Alors, pour résumer, la lecture macroéconomique générale qui nous semble être adaptée aujourd'hui. C'est un schéma que nous avions proposé déjà dès le mois de juin et qui nous semble plutôt se jouer sur la période récente, modulo la remontée de la crise sanitaire. Là, pour l'instant, réfléchissons hors nouvelle remontée d'une crise sanitaire qui induirait un reconfinement plus important encore que ce qui a été annoncé hier. Donc on est dans le moment qui est un petit peu ambigu, où on a eu en sortie de confinement l'impact très positif qui procédait du simple retour au travail, de la simple remontée de la production, de la remontée donc des revenus et de la demande qui a convergé vers la normale après avoir plongé pendant la phase du confinement. Vous avez la représentation dans ce que l'on appelle la racine carrée inversée, inversé dans le sens où le point de sortie est plus bas que le point d'entrée. Mais on a bien eu ce plongeon. Ensuite, avec le déconfinement, un peu d'activité, donc l'impact positif du déconfinement. Mais ce qui se met en place de manière durable, et c'était évoqué à l'instant sur l'aéronautique, et c'est vraiment les contraintes qui sont liées à la situation financière et à la situation bilancielle des entreprises une fois qu'a été passé ce choc. C'est qu'en fait, on a désormais un mécanisme d'une autre nature qui se met en place, c'est-à-dire après la contrainte sur l'activité de nature administrative décidée pendant le confinement, se met en place désormais une contrainte qui est probablement plus de nature économique, plus de nature financière, qui tient à ce que les entreprises, mais également les ménages et l'ensemble des agents, d'une certaine manière, vont progressivement ajuster leur comportement et en particulier leur comportement de dépenses, au choc négatif qu'ils ont subi. Et donc on a devant nous plutôt une phase de compression, de réduction des dépenses en capital. On a plutôt devant nous une phase de cost-cutting, de compression des coûts, parce qu'il y aura à rembourser les crédits et à chercher à se ménager des espaces de solvabilité en faisant du deleveraging. Et donc, on a une adaptation d'une certaine manière des entreprises et de l'économie en général à un nouvel équilibre économique qui se fait sur un régime de croissance plus bas. Parce que c'est également un point qui nous semble être important à souligner, c'est que vous voyez quand on prend ce schéma, la tendance que l'on dessine est certes une tendance en progression,
mais c'est une tendance de croissance qui est affaiblie par rapport à la croissance que l'on connaissait préalablement à l'entrée du confinement. Donc on a devant nous un double choc, un choc d'une baisse permanente de niveau d'activité, dans le sens où on ne converge pas, on n'arrive pas à faire le dernier kilomètre, d'une certaine manière. Le déconfinement nous a permis de rattraper l'essentiel de ce qui a été perdu, mais pas l'intégralité. Il reste un reliquat d'activité perdue qui risque de l'être pendant quelques temps, ne serait-ce que parce que bien, les conditions de productivité, les conditions d'exercice de l'activité sont dégradées, ne serait-ce aussi que parce qu'on a devant nous des risques de perte en capital physique, en capital humain, également parce que vous avez des personnes qui vont sortir de l'emploi, des qualifications qui risquent d'être perdues. Donc on a une perte de niveau de PIB et on a aussi devant nous un risque d'affaiblissement, d'aplatissement de la tendance fondamentale de la croissance. Donc ça, c'est le schéma général qui, évidemment, n'est pas des plus réjouissants, mais qui nous semble être aujourd'hui, le plus raisonnable à retenir, compte tenu de la mécanique qui s'est mise en place. Alors, bon, rapidement, en illustration de ce schéma, l'illustration du schéma de confinement, déconfinement sur le climat des affaires, donc avec un rebond qui a été très manifeste en opinion sur le climat des affaires, mais déjà une hésitation qui est intervenue à l'échelle mondiale sur les indices PMI, une hésitation qui est intervenue en septembre et qui s'est probablement accentuée, avec un phénomène qui est tout à fait particulier sur la période récente, c'est que le climat des affaires tend plutôt à résister dans le secteur manufacturier, alors qu'il a tendance à se dégrader dans les activités de services. Cela renvoie bien évidemment à la nature de cette crise, qui est une crise fondamentale, qui est une crise fondamentalement de la mobilité, une crise de l'interaction sociale, et donc une crise qui va plus directement se porter sur les activités de services qu'elle ne se porte sur les activités industrielles, ce qui en fait un caractère tout à fait particulier, parce qu'on sait que par le passé, c'est toujours le secteur industriel qui prend l'essentiel du choc quand il y a une récession économique. En tout cas, c'est un secteur qui amplifie les chocs économiques. Et d'une certaine manière, l'industrie sait piloter les phases de récession. L'industrie est habituée à vivre des phases de récession importantes. Là, ce sont d'autres secteurs qui sont concernés. Les secteurs donc de services principalement, les secteurs de l'interaction sociale. Et ces secteurs-là ont-ils la résilience aussi forte que celle que peut avoir l'industrie. Donc il y a vraiment un risque de voir se dégrader plus fortement du capital dans l'économie parce qu'on est sur un choc sectoriel qui est très concentré. Et ça, c'est un point de vigilance extrêmement important que l'on doit avoir présent à l'esprit. Ce sont des secteurs qui font aujourd'hui le test de la résilience que l'industrie a l'habitude de passer quand il y a une récession. Et ça, on ne sait pas aujourd'hui comment les activités de service sont en capacité d'endurer, de passer ce test. Alors, sur l'industrie, bon, ce que l'on voit, c'est que je parlais à l'instant d'une hétérogénéité entre les secteurs industriels et les secteurs de services. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une hétérogénéité géographique dans la phase à la fois de plongeon et dans la phase de récupération. Il y a parmi les grandes économies occidentales une seule économie qui a renoué avec son niveau d'activité préalable au confinement, c'est l'Italie. Ce n'est pas le premier pays auquel on aurait pu penser, mais l'Italie, qui a connu un plongeon bien plus important que les autres pays, est aussi l'économie qui a déjà renoué avec le niveau d'activité préalable. Ce qui veut dire évidemment l'air, si on prenait en compte les deux mouvements de baisse puis de hausse, la baisse globale en moyenne annuelle est plus importante sur l'Italie, mais d'ores et déjà le niveau d'activité est élevé. Ce n'est pas le cas pour l'Allemagne, vous voyez qui est en noir sur ce graphique, ce n'est pas le cas non plus pour le Japon. La France se situe dans un état intermédiaire où le rebond d'activité est venu, mais il n'a pas comblé l'intégralité de ce qui a été perdu, parce que, eh bien, on a aussi une structure de spécialisation industrielle qui surpondère le secteur de l'aéronautique, notamment. Le secteur de l'aéronautique, c'est un point de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie en France. En Allemagne, en Italie, on est plutôt à 0,4-0,5 points. Donc le fait que l'on ait plutôt une concentration d'activité industrielle sur l'aéronautique fait que l'on a aussi moins rebondi, par exemple, que n'a pu le faire l'Italie. Mais en revanche, on avait plus plongé que ne l'avait pu le faire l'Allemagne.
Alors sur l'appréciation toujours pour rester un peu sur sur cet aspect sectoriel, cette hétérogénéité. Donc ce que l'on a sur les indices de climat des affaires, donc là données de la Commission, on le voit bien dans l'ensemble de la zone euro, l'indice de climat des affaires que je regardais tout à l'heure était mondial. Là on est sur la seule zone euro. On retrouve bien cette configuration où il y a un rebond qui a ramené quasiment l'appréciation du climat des affaires dans l'industrie à son niveau préalable au confinement. Ce n'est pas du tout le cas dans les services, on est toujours bien plus dégradé. Et une illustration de cette profonde hétérogénéité que l'on a dans l'activité économique, c'est si on prend une mesure très simple, l'économie, quand on regarde les comptes nationaux, qui permettent d'apprécier assez rapidement l'évolution des valeurs ajoutées, l'économie est décomposée en 17 secteurs. Il y a 5 secteurs industriels, il y a le secteur de la construction, le secteur agricole, et puis 8 secteurs de services. Et donc, en fait, ce qu'on a regardé, c'est l'évolution de la variation sur un an de la valeur ajoutée des différents secteurs, et on calcule l'écart type de ces 17 variations sur un an de la valeur ajoutée dans les branches. Eh bien, vous voyez que cet écart type n'a jamais été aussi élevé. Et regardez l'échelle de temps, c'est un graphique que l'on a fait démarrer en 1950. Donc, on n'a jamais eu une telle dispersion de l'activité économique dans cette phase de crise. On est bien au-delà de ce que l'on avait pu connaître, par exemple, en 2009, où il y avait une dispersion, il y avait une concentration sur certains secteurs, mais pas aussi accusée que cela n'est le cas actuellement. Et si on avait pris les indicateurs d'heures travaillées, c'est encore plus exceptionnel, cette hétérogénéité tout à fait fondamentale. Donc c'est un point qui est vraiment très important à garder présent à l'esprit. Revenons encore plus précisément sur nos aspects industriels. Tout à l'heure, je disais que la production n'avait pas rejoint d'ores et déjà en France son niveau préalable au confinement, quand bien même les achats de produits manufacturés par les ménages, eux, ont renoué très largement avec le niveau préalable. Il y a un effet de rattrapage qui est intervenu, une partie de la dépense qui ne s'est pas faite pendant le confinement s'est faite en sortie de confinement, et même à tel point qu'on a dépassé le niveau préalable au confinement. Ce n'est pas le cas de la production, parce qu'en fait, il y a tout un ensemble d'éléments qui ont empêché la stimulation de la conso vers la production. Tout d'abord, la production, elle ne répond pas qu'à la consommation de produits manufacturés des ménages, bien entendu, et l'investissement est beaucoup plus dégradé. Mais il y a aussi, de manière très conjoncturelle, dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réponse à cette consommation additionnelle qui est passée non pas par de la production, mais par du déstockage, la réduction du niveau des stocks. Et on le voit par exemple ici, l'opinion des industriels sur le niveau des stocks s'est dégradée. Elle suggère ici que les stocks sont très inférieurs à la normale alors qu'ils avaient fortement progressé pendant la phase de confinement. Donc on a eu du déstockage qui est intervenu pour répondre à la consommation. Ce processus est probablement derrière nous désormais. Autre élément qui a permis de répondre à la demande additionnelle en provenance des ménages, c'est l'augmentation des importations. Alors, les importations n'ont pas renoué avec leur niveau préalable au confinement, mais elles ont beaucoup plus rebondi que ne l'ont fait les exportations. Et on retrouve en fait ce qui fait la caractéristique fondamentale de l'économie française, d'une certaine manière, le passage de la Covid, le monde d'après la Covid, c'est le monde d'avant mais en pire. Dans le sens où quand on regarde le taux de couverture des importations par les exportations, donc quand on va regarder non pas le solde commercial, mais quand on va prendre la masse des exportations comparée à la masse des importations, donc le taux de couverture, eh bien celui-ci est tombé à 80%, ce qui est un niveau qui n'a jamais été observé par le passé. On était grosso modo à 90% de taux de couverture, donc déjà un déficit industriel, mais ce déficit s'est fortement accentué. Pourquoi? Parce que ce sont les secteurs qui étaient les plus performants dans la spécialisation d'exportation de l'économie française qui ont été les plus attaqués. Et donc, on le voit notamment au travers de quelque chose qui est désormais totalement inédit à l'échelle française, c'est qu'on a un solde des échanges extérieurs de matériel de transport qui est devenu déficitaire. Ça n'était jamais arrivé par le passé. Évidemment, c'est l'aérien qui est passé par là, mais également les matériels de transport routier ou les automobiles en cours de l'année de 2020. Enfin, l'année 2020 était déjà une année qui s'annonçait pas très très bien pour l'automobile, dans le sens où il y avait certains produits qui arrivaient en fin de vie pour des productions sur le site France et qui ont été délocalisés, que ce soit chez Peugeot ou chez Renault. Mais le passage de la Covid a
accentue ce qui déjà spontanément allait arriver, parce que c'est l'un de nos points forts qui est directement attaqué. C'est évidemment l'aérien. On a une division par 10 du nombre d'appareils exportés entre ce qui était le cas en 2019 et ce que l'on a observé pendant les 4 mois du confinement. Donc on a de la consommation qui est revenue, ça n'embraye pas sur la production parce que la production est capée par l'investissement, je vais revenir là-dessus bien entendu, elle est capée par le fait que pour l'instant on a déstocké, et puis que cette consommation additionnelle est peut-être plus orientée vers des importations qu'elle ne stimule la production. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir déjà, toujours pour rester sur le côté manufacturier, ou en tout cas s'en approcher? Est-ce que cette bonne tenue de la consommation en produits manufacturés va perdurer? Il y a de quoi en douter. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'arbitrage que font spontanément les ménages quant à l'affectation de leurs revenus, il y a une volonté de constituer de l'épargne beaucoup plus importante que d'une volonté de faire des achats importants. Vous voyez combien ces courbes évoluent de manière symétrique sur le passé. On est en train de passer d'une situation où il y avait une épargne forcée pour les ménages pendant le confinement, impossibilité de consommer, mais des revenus qui sont préservés pour l'essentiel, en tout cas pour l'essentiel de la population, pas pour les indépendants, pas pour les personnes en CDD, bien entendu, ou pas pour ceux qui travaillaient en activité partielle qui ont vu une perte de revenus, mais pour l'essentiel, le revenu a été préservé. Et donc, il y a eu une accumulation d'une épargne forcée. On est en train de passer donc de cette situation d'une épargne forcée à une épargne désormais de précaution pour les ménages face aux inquiétudes qu'il y a sur la montée du chômage et sur la disparition des effectifs qui est devant nous. Donc, de la consommation qui a été allante, mais qui va probablement l'être un petit peu moins, et donc une profondeur des marchés auxquels vont s'adresser certains de vos clients quand vous les équipez en machines, notamment, mais une profondeur de marché qui risque de s'atténuer quelque peu pendant quelques instants. Alors venons-en à l'investissement à proprement parler. Aujourd'hui, les industriels déclarent anticiper un recul de 11% de leur niveau de dépenses en 2020 par rapport à ce que cela était en 2019. Un point qui est très important à relever, c'est que cette anticipation de baisse de 11 points, elle est à comparer à ce que disaient les industriels en juillet 2009, par exemple. En juillet 2009, donc en plein dans la crise, ils déclaraient anticiper un recul de 22% de leurs dépenses d'investissement. Donc en fait, on a une anticipation d'investissement qui est 2 fois moins importante en 2020 qu'elle ne l'est en 2009, quand bien même le choc récessif est 3 à 4 fois plus important en 2020 qu'il ne l'est en 2009. Donc c'est quand même plutôt un signal assez positif, dans le sens où il y a toujours une volonté d'investir, de reconfigurer l'appareil de production dans le domaine industriel. C'est un point qui me semble être assez important à garder présent à l'esprit. Attention, cette enquête, elle va bientôt être révisée. L'INSEE fait une nouvelle vague d'enquête auprès de l'industrie courant du mois d'octobre, et c'est début novembre que l'on connaîtra la révision des anticipations que formulent les industriels sur les dépenses d'investissement en 2020, mais où on aura une première réponse sur le budget qu'ils anticipent consacrer à leurs dépenses d'investissement pour l'année 2021. Donc on aura déjà une vision un petit peu plus précise de ce qu'il y a dans la tête des industriels qui réalisent de l'investissement. En tout cas, ce que l'on peut voir jusqu'à présent avec une autre métrique qui va aller chercher dans les déclarations des industriels qui font de l'équipement électrique, électronique, qui font des machines, ce qu'ils voient en termes d'évolution de leur carnet de commandes. Alors, évidemment, le plongeon, donc les courbes, enfin les traits ici, c'est les réponses moyennes que l'on a par le passé, et donc on va comparer le niveau du solde des opinions à cette moyenne passée. Donc, avant le confinement, on était dans une situation qui était normale, un marché qui n'était pas exubérant, mais il y avait des commandes, en tout cas, elles étaient vues de manière assez normale, assez positive. Le confinement passe par là, évidemment, plongeons des commandes qui interviennent à ce moment-là. Le déconfinement revient, mais vous voyez qu'on est loin d'avoir parcouru, on n'est même pas à la flamme rouge, hein. On est loin d'avoir retrouvé dans les opinions une remontée des appréciations de commandes très, très soutenues. Et puis peut-être déjà aussi une petite hésitation sur les commandes totales, moins sur les commandes étrangères.
Cet aperçu est corroboré par ce que disent les vendeurs de biens d'équipement, les distributeurs de biens d'équipement. Donc, c'est l'enquête dans le commerce de gros réalisée par l'INSEE en France, où là, on va interroger à la fois les distributeurs sur le volume de leurs ventes, mais également sur leurs intentions de commande. C'est une enquête bimestrielle qui est faite par l'INSEE. Le dernier point a été délivré au 24 septembre. Et ce que l'on voyait en septembre, alors que les inquiétudes n'étaient pas encore très fortement remontées sur le choc sanitaire, c'est qu'on voyait déjà une petite hésitation sur les intentions de commande auprès des distributeurs. La prochaine livraison de cette enquête, ce sera pour la fin novembre. Je redoute qu'on connaisse à nouveau un plongeon parce que le climat sanitaire s'est dégradé au cours de cette période. D'autres interrogations que l'on peut faire sur la manière dont aujourd'hui les chefs d'entreprise envisagent leur position vis-à-vis de l'investissement. Il y a deux enquêtes que nous avons effectuées à Rexecode. Une que l'on conduit chaque trimestre avec BPI France auprès des dirigeants de PME et de TPE. Alors, il n'y a pas une décomposition qui est industrielle. On ne voit pas l'industrie dans cet ensemble. C'est l'ensemble des PME, TPE, tous secteurs confondus, et nous avons 650 PME, TPE qui répondent à notre enquête. Quand on les a interrogés en avril, en plein confinement, ils ont été interrogés également en juin et début septembre. Donc début septembre, ça peut presque apparaître comme étant le paléolithique au regard de l'évolution de la situation de la situation sanitaire. Mais en tout cas, ce qu'ils nous disaient à ce moment-là, en septembre, c'est qu'ils avaient fortement réduit, enfin en tout cas, ou plutôt fortement amélioré leurs anticipations vis-à-vis de l'investissement, mais également des embauches. En gros, en plein confinement, vous aviez 45% des chefs d'entreprise qui déclaraient reporter leur projet d'investissement et 28% qui pensaient purement et simplement les annuler. 27% pensaient les maintenir sur l'année 2020. En septembre, on était passé dans des proportions où 38% reportaient encore leurs dépenses d'investissement, mais il n'était plus que 17% à envisager les annuler. Et vous aviez 45% qui, pour le coup, les maintenaient. Donc, il y a eu vraiment, avec le déconfinement, il y avait eu une amélioration des projections sur l'investissement qui était plutôt positive. Est-ce que ces projections ont résisté au passage de la Covid ? Enfin, au passage de la remontée du choc sanitaire, je n'ai pas les éléments pour y répondre. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a toujours une volonté de faire de l'investissement, quand bien même la situation financière va devenir compliquée pour les entreprises. Deuxième enquête, qui est une enquête qui est vraiment très, très qualitative et très concentrée sur un panel qui est étroit, donc sur lequel il nous est difficile de trop s'appuyer, mais je vais vous donner simplement le sentiment général. C'est une enquête que l'on a faite auprès de 15 des plus grands donneurs d'ordre industriels en France. Donc vraiment des grandes entreprises françaises, les Renault, les Orano, alors il y avait Sanofi, il y avait Thales, il y avait Safran. On les a interrogés sur leur projection, enfin sur ce qu'ils faisaient de l'investissement et sur la manière dont ils se projetaient. Cette enquête, elle a été réalisée au mois de juin. En fait, quand les réponses étaient que la majorité de ces industriels déclaraient avoir procédé à un report de leurs investissements et très peu anticipaient que ces reports seraient in fine transformés en annulation. Donc, il y avait une contrainte qui s'exerçait qui empêchait de réaliser l'investissement, notamment des contraintes de disponibilité de main-d'œuvre ou de pouvoir s'appuyer sur des entreprises en capacité de faire de l'investissement, mais ça n'était qu'un report et non une annulation qui intervenait. C'était un report d'ailleurs qui était plutôt motivé par des incertitudes sur l'environnement économique. En revanche, sur 2021, eh bien, on était sur une incertitude qui était quand même très marquée, c'est-à-dire que vous aviez autant d'entreprises qui déclaraient anticiper une augmentation de leur budget sur 2021 qu'il y en avait qui déclaraient anticiper un recul de leur budget d'investissement en 2021 par rapport à 2020. Vous en aviez la moitié à peu près qui ne savaient pas ce qu'il en était. Donc, difficile d'en tirer une conclusion. En revanche, il y avait un point qui peut nous alerter un peu, c'est qu'on avait posé la question à ces industriels, donc à ces 15 grands donneurs d'ordre, on leur avait posé la question sur la manière dont ils envisageaient le site France par rapport au budget investissement monde de leur groupe. Et en fait, un peu moins de la moitié de ces grands donneurs d'ordre disaient que le site France connaîtrait une évolution des investissements à la fois en 2020 et en 2021 moindre que l'évolution observée dans l'ensemble du monde.
À savoir, donc, le site France serait plutôt moins privilégié dans les choix d'investissement que cela n'est le cas pour l'ensemble qu'à l'échelle mondiale. Donc, il y avait une alerte, si vous voulez, sur l'attractivité du site France du point de vue de la capacité à loger de l'investissement. Pour apprécier la situation financière des entreprises, parce que c'est quand même ça qui va être un peu le marqueur de ce qui va se passer dans les choix d'investissement. Grosso modo, alors je n'ai pas le détail sectoriel, on ne pourra pas l'avoir avant la fin d'année, me semble-t-il, mais ce choc de la Covid, c'est 80 milliards d'excédents bruts d'exploitation en moins pour les entreprises pour leur activité en France. 80 milliards, c'est pas loin de 22% de résultats d'exploitation en moins sur l'année 2020 par rapport à 2019. Cette baisse cette baisse des résultats a été compensée sur l'ensemble des ratios financiers par un recours massif à de l'endettement, dont une bonne partie procédait d'endettement de confort, entre guillemets, des entreprises qui ont pris par exemple du PGE, quand bien même elles n'en ont pas besoin. Dans l'enquête que je mentionnais avec BPI France, que l'on a effectuée récemment, on interrogeait les entreprises sur l'utilisation qu'ils ont faite des PGE, et en fait, vous en aviez 68% des PME qui nous déclaraient n'avoir consacré qu'une partie minime des PGE à de la dépense, à l'avoir vraiment utilisé. En fait, ils l'ont gardé en réserve et on en a l'illustration ici. Quand on voit les flux de crédit et les flux de dépôt des sociétés non financières, donc ce qu'elles ont levé auprès des établissements financiers et ce qu'elles ont redéposé en cash, eh bien, vous avez eu une augmentation très forte de la trésorerie des entreprises parce que, outre les PGE, vous avez eu tout un ensemble de reports de cotisations sociales et fiscales qui sont intervenus. Vous avez eu également des moratoires sur les crédits pour les entreprises, des moratoires de 6 mois qui ont été accordés par les banques, à hauteur de près de 20 milliards d'euros. Et donc, ce faisant, ça fait tout un ensemble de préservation, tout un ensemble de leviers qui ont permis de préserver la situation de cash des entreprises. Et donc, on a des entreprises qui ont, pour l'instant, limité le risque immédiat de liquidité, le risque immédiat de défaut de paiement en s'appuyant sur tous les leviers de la liquidité. Est-ce que le climat est en train de changer ? C'est un point, me semble-t-il, sur le financement qui est à regarder. Cet indicateur-là sera probablement l'un des indicateurs les plus importants à suivre sur les prochains trimestres, à savoir l'appréhension que se font les financeurs de la situation des entreprises. Vous avez ici la distribution, l'évolution des conditions de crédit aux entreprises telles que le voient les établissements de crédit. Vous avez eu un durcissement qui est intervenu. La courbe en trait bleu, c'est l'évolution passée des conditions du crédit. Donc, ces conditions se sont fortement détendues pendant le confinement. Mais ça, c'est avec l'aide des PGE. Et puis, les PGE se distribuent en moins. Et bien, par différence, les conditions de crédit sont supposées se sont durcies un petit peu, mais ce n'est qu'une évolution à mettre au regard de celle qui était intervenue pendant le confinement. Ce qui sera vraiment à surveiller, c'est ça. C'est l'évolution prévue des conditions de crédit telles que se les projettent les établissements de crédit. Pour l'instant, il n'y a pas d'anticipation de durcissement des conditions de crédit. Mais quand on fait une enquête tous les mois auprès des grandes entreprises sur est-ce qu'aujourd'hui vos recherches de financement sont aisées ou au contraire deviennent-elles difficiles, on voit qu'il y a mois après mois une petite dégradation qui est en train de se faire sur la possibilité pour les entreprises à accéder au levier du financement. Et ça, c'est vraiment le point assez vigilant à regarder. Enfin, le point avec lequel il faudra avoir beaucoup de vigilance. Et puis, dernier point sur l'investissement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une incitation fondamentale à investir, ne serait-ce que pour se mettre en capacité à répondre à une demande qui est faible? Eh bien, aujourd'hui, il y en a encore sous le pied. En termes de taux d'utilisation des capacités de production, on est quand même très éloigné, même si on a remonté, on n'est plus dans le 60% de l'utilisation des capacités de production que l'on connaissait au deuxième trimestre. On est remonté, mais on n'est jamais qu'à un petit 75%, ce qui se compare avec la situation de 2009-2010. Et donc, il y en a encore sous le pied pour qu'il y ait d'ores et déjà une contrainte qui s'exerce sur un besoin de renouvellement d'investissement. D'investissement pour répondre au niveau de la demande. Alors, ce que l'on retient pour l'instant sur l'évolution économique en France, et ça, ce sont des perspectives, il faudrait quasiment les revoir tous les jours en fonction du développement de la crise sanitaire. Et
par rapport à ça, ce sont des prévisions que l'on a effectuées le 15 septembre, que l'on a présentées à nos adhérents, dont le CIMOP, le 15 septembre. Nous étions à 7,1% en 2021, après moins 9 en 2020, ce qui veut bien dire, évidemment, que fin 2021, il y a encore un écart assez important par rapport à la situation de 2019. En gros, on est encore 2,8 points en dessous du niveau de PIB que l'on avait en moyenne en 2019. Sur l'investissement productif, moins 12, puis plus 10. Alors nous avions surestimé dans un premier temps la baisse de l'investissement productif, mais peut-être a-t-on un peu surestimé la remontée qui peut intervenir ici, que nous retenons ici. Le plus 10 pour 2021 est probablement un chiffre sur lequel on serait amené aujourd'hui à faire les révisions les plus importantes. Le moins 12 est quasiment joué désormais, le plus 10, lui, est probablement plus incertain et assorti d'un biais baissier quand même extrêmement fort. Et effectivement, il faut regarder les variations, mais peut-être plus encore, il faut regarder les niveaux auxquels cela nous amène, hein, ces évolutions. Et donc, voilà le niveau de PIB auquel nous arriverions, ce qui veut dire que, je reviens sur mon point de départ, c'est que les entreprises doivent s'adapter désormais à un niveau d'activité qui est plus faible. Et donc, face à ce niveau d'activité, eh bien, il faut abaisser le point mort, il faut comprimer les dépenses, il faut faire maîtriser l'ensemble des données variables et attaquer un peu les coûts fixes chaque fois que l'on peut le faire. Donc, cela nous met plutôt dans un environnement qui contribue à une démarche un peu récessive et sur lesquels eh bien, on a du mal à imaginer qu'il y aura une trajectoire qui sera extrêmement allante pour l'activité économique. Voilà ce que l'on retient aussi pour l'économie mondiale. Notons quand même qu'à qui profite le crime, entre guillemets, il y a une seule économie qui affichera 2 années consécutives de croissance, certes plus faible que cela n'était le cas jusqu'à présent, c'est en Chine. C'est la Chine qui sera la seule économie, dans l'ensemble de ces économies-là, c'est la seule qui, en 2021, aura un niveau de PIB supérieur à celui de 2019, au gré de 2 années consécutives de croissance, parce que toutes les autres, en fait, resteront sur un niveau inférieur à ce que l'on connaissait en 2019, et donc, plus encore, un niveau inférieur aux anticipations qu'elle pouvait formuler en 2019. Et on regarde trop le niveau 2021 par rapport à 2019, mais s'ajoute à cet écart le fait qu'on n'a pas atteint la promesse que l'on se faisait, les anticipations que l'on se donnait en 2019. Et en 2019, mettons pour la France, si on avait fait la croissance tendancielle qui en France est de l'ordre se promène entre 1 et 1,2% pour le PIB, eh bien l'écart que l'on a en 2021 n'est pas seulement le 2,8 que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est en réalité un écart de 5 points par rapport à ce qu'on aurait dû avoir spontanément. Et donc c'est ce 5 points-là face auxquels les entreprises vont devoir s'adapter. Voilà. Alors peut-être que je peux m'arrêter là. Merci Denis.